Alors, il est 10 heures. Nous sommes donc tous réunis pour ce troisième webinaire. On va laisser juste une petite minute pour que les derniers participants puissent se connecter. Donc, bonjour à tous et à toutes. Donc, je suis heureuse de vous accueillir pour ce troisième webinaire AFDN Nestlé autour de l'alimentation durable. Donc, il me reviendra aujourd'hui le plaisir d'animer et de modérer cette session pour la FDN. Donc moi, je suis moi-même très intéressée par l'alimentation durable dans mes missions de diététicienne. Et donc, ce webinaire, je pense, sera très riche et vous aurez certainement beaucoup de questions en fin de session. Donc, cette session, on l'organise en deux temps, avec deux présentations pour démarrer. Et ensuite, on laissera un temps assez long pour répondre à vos questions qui, je ne doute pas, vont être nombreuses. Donc, les questions, vous les posez au fil de l'eau sur le chat. Nous allons les organiser et je prendrai la parole en votre nom en fin de session pour interroger les intervenants. Alors, dans un premier temps, nous aurons le plaisir d'écouter le professeur Marie-Joseph Amiot, qui est directrice de recherche honoraire à l'INRAE, qui travaille donc sur le sujet de l'alimentation durable depuis de nombreuses années et qui aujourd'hui va nous reposer le contexte de l'évolution de notre alimentation en nous représentant les grandes tendances sur les nouveaux modèles, mais aussi en nous alertant sur les points d'attention à avoir, notamment autour de la végétalisation. Puis, nous écouterons Laure Frontato, qui elle est diététicienne en restauration hospitalière, qui vous présentera, elle, c'est plus un témoignage et une expérience autour de l'évolution de nos menus à l'hôpital et en milieu hospitalier vers une alimentation plus durable et aussi son positionnement et comment elle a trouvé sa place en tant que diététicienne autour de cette évolution. Juste en introduction, je vous précise que nous avons exclu la pédiatrie qui pourrait à elle seule faire l'objet d'un webinaire spécifique dont nous nous arrêterons sur l'alimentation des adultes. Voilà. Et donc, je vous rappelle que vous posez vos questions sur le chat pour qu'on puisse y répondre derrière les présentations. Écoutez, bon webinaire à tous et puis je vais laisser la parole donc à Marie-Joseph pour la première partie de ce webinaire. Merci beaucoup Isabelle et je suis ravie d'être avec vous aujourd'hui et merci à la FDN, l'équipe AFDN, Nestlé NutriPro et aussi l'équipe IncUp pour la co-construction de ce webinaire. Donc, est-ce que j'ai la main? Voilà. Donc, aujourd'hui, je vais vous parler donc de l'alimentation durable, sa définition. Je vais vous rappeler aussi quelles sont les limites planétaires et pourquoi on a besoin de travailler sur l'alimentation durable. Quelques scénarios et dans ces scénarios, l'adéquation aux repères nutritionnels. Et comme l'a dit Isabelle, quelques risques sur la végétalisation de l'alimentation, quelques points d'attention et des éléments de conclusion. Alors, en termes d'alimentation durable, les régimes alimentaires durables sont des régimes alimentaires qui ont de faibles conséquences sur l'environnement, qui contribuent à la sécurité alimentaire et nutritionnelle, et on entend par là la couverture de tous les besoins nutritionnels en différents macronutriments et micronutriments. Et ce qui est aussi important, c'est aussi qu'ils doivent contribuer à une vie saine pour les générations actuelles et futures. Et
toute cette nutrition et cette alimentation durable s'inscrit dans les objectifs de développement durable qui sont au nombre de 17, mais on pointe essentiellement dans alimentation durable les objectifs 2 et 3. 2, c'est zéro faim, et 3, c'est le maintien en bonne santé, le bien-être. Alors, je voudrais revenir sur les limites planétaires qui sont au nombre de 9. Donc, celle que vous connaissez sûrement bien, c'est le changement climatique. Il y a aussi l'érosion de la biodiversité, la perturbation des cycles de l'azote et du phosphore, l'usage des sols, l'eau, qui est un point important actuellement, l'introduction d'entités nouvelles dans la biosphère, l'acidification des océans, l'appauvrissement de la couche d'ozone et l'augmentation de la présence d'aérosols dans l'atmosphère. Et quand vous voyez ce schéma-là, qui est à gauche en 2015 et celui qui vient de sortir en 2023, vous voyez que toutes ces zones rouges, orangées ou rouges, eh bien, il y en a 6 qui sont en urgence. Donc, et on a dépassé donc cette année la 6e limite planétaire. Seuls 3 actuellement sont en vert. Donc, il y a vraiment urgence pour travailler sur cette alimentation durable, prévenant ces limites planétaires. Alors, dans les scénarios, on compte plusieurs scénarios. Ici, j'en ai repris 4. C'est 3 surtout parce que, en fait, TIFA et l'assiette after sont très corrélés. Je vais vous expliquer pourquoi. L'assiette planétaire Heat-Lancet et puis l'alimentation méditerranéenne. TIFA, qui veut dire donc 10 ans pour l'agroécologie en Europe, et l'assiette after sont des scénarios qui ont été construits par essentiellement des agronomes. Donc, je vais revenir sur ces premiers scénarios. Donc, le scénario TIFA donc, nous renseigne sur les différentes catégories d'aliments et les recommandations en grammes par personne et par jour. Alors, ce qui est intéressant, c'est quand ils le traduisent en protéines, lipides et glucides, hein, essentiellement, et puis les fibres et les fruits et légumes. Vous voyez que sur le scénario 2050 par rapport à 2010, hein, c'est là où ils ont construit leur scénario, il y a une réduction de la prise calorique, mais ce qui est intéressant, c'est la réduction essentiellement des protéines et en particulier, vous voyez, la réduction des protéines animales. Pardon, je voudrais revenir sur la précédente. Pardon. Est-ce que je peux revenir sur la précédente? Oui, voilà. Merci de me laisser la main. Hop. Voilà. Donc, vous voyez que c'est la réduction des protéines animales. Il y a une réduction, bien sûr, des glucides. Il n'y a rien sur les lipides. Et puis, bien sûr, une augmentation des fibres et des fruits et légumes. Vous voyez que ce scénario donc, a été représenté en histogramme. Donc, et dans cet histogramme, avec à gauche la quantité d'aliments par jour et par personne, et à droite les calories. Donc, on diminue, hein, comme je vous l'ai dit, les calories. Et puis, ce que vous voyez, les produits végétaux augmentent, et puis on diminue les produits animaux. Alors, l'assiette after, elle est très corrélée à ce scénario TIFA. Et là, ça a été fait par l'équipe Soulagro et il présente en fait les grammes par jour par personne, donc adulte équivalent, en différents produits. Donc, les céréales, vous voyez que ces céréales doivent augmenter, le sucre diminue, les fruits et légumes augmentent. On n'a rien, pratiquement rien sur les huiles.
Les légumineuses augmentent, mais augmentent très peu parce que les recommandations sont plutôt à 70 grammes par jour par personne, ce qui avait été défini récemment. Mais je vais vous expliquer, je vais revenir sur ces légumineuses, bon, boissons alcooliques. Alors voilà, la catégorie viande et abats diminue fortement. Le lait aussi diminue fortement, pommes de terre, rien de particulier. Les œufs, un petit peu de diminution. Et puis, vous voyez que poissons et crustacés, qui a posé quand même quelques soucis, diminue fortement hein, en raison des problèmes de durabilité de la pêche. Alors, cette assiette after a été créée pour une triple transition, la transition nutritionnelle pour une assiette plus saine et équilibrée, mais aussi en termes de goût, et ça j'y reviendrai parce que c'est un problème aussi important. En termes aussi de transition agricole, hein, on va vers des bénéfices environnementaux, des sols vivants, producteurs, bien sûr, moins de pesticides, et puis une transition énergétique. Et d'ailleurs, beaucoup d'agriculteurs deviennent des énergiculteurs hein, parce qu'ils vont être obligés de produire leur propre énergie, l'énergie coûtant extrêmement cher actuellement et se répercutant aussi sur le prix des aliments. Alors, celle qui est connue, c'est l'assiette Eat Lancet, hein, donc de la commission Eat Lancet, qui a été coordonnée par Walter Willett, hein, donc épidémiologiste en nutrition. Et cette assiette, elle est très végétale, composée de plus de donc 50% de fruits et légumes, et puis, j'allais dire, plus d'un quart de céréales et de légumineuses, et un peu moins d'un quart donc de produits animaux. Alors, vous voyez sur la droite, hein, vous avez les différents aliments et puis les valeurs cibles. Alors, je reviendrai aussi là-dessus, donc en particulier sur les céréales complètes. Hein, donc tout change puisque là, ils mettent que des céréales complètes. Les viandes rouges, en particulier, un point, sont extrêmement diminuées. Et puis, ils ont des cibles EPA-DHA de 250 mg, alors que la recommandation est de 500 mg par jour. Et ils ont eu aussi donc une cible sur le sodium. Mais quand on regarde en refaisant les calculs, hein, donc on voit qu'on est très loin de la recommandation en EPA-DHA. Celle de la vitamine D ne fonctionne pas du tout et celle de la vitamine B12 non plus. Donc, il y a cette assiette ne couvre pas tous les besoins nutritionnels. Alors, c'est pourquoi cette assiette, elle a été modifiée récemment cette année par l'équipe de Jessica Fanzo. Et en fait, justement, c'est pour mieux couvrir les besoins en micronutriments. Donc là, on ne voit pas très bien sur, je ne sais pas si vous voyez bien, mais bon, je vais vous raconter l'histoire de ce tableau. En gros, les céréales, ils ont réintroduit des céréales raffinées par rapport aux céréales complètes. On diminue fortement les céréales complètes et on réintroduit des céréales raffinées. On diminue aussi les légumineuses un petit peu. Et puis, ce qui est vraiment important, c'est qu'on réintroduit des produits animaux. Parce qu'on s'est rendu compte que la couverture des besoins n'était pas totale, d'une part, et qu'il y avait aussi dans la végétalisation, et je reviendrai là-dessus parce que c'est un point important pour les diététiciens et diététiciennes, c'est qu'il y a aussi des antinutritionnels qui vont inhiber
l'absorption et la biodisponibilité de certains micronutriments et qu'on va retrouver essentiellement dans les céréales complètes et dans les légumineuses. Et quand on le sait depuis très longtemps, en fait, que un petit peu réintroduire des aliments d'origine animale permet aussi d'améliorer en fait la couverture des besoins et la biodisponibilité de certains composés. Alors, quand on regarde aussi l'alimentation méditerranéenne, et dans la littérature, on voit que cette alimentation méditerranéenne est présentée comme une alimentation durable, nous, on a quantifié aussi cette alimentation, alors en termes d'aliments et puis aussi en termes de couverture de besoins. Alors cette alimentation, vous voyez, méditerranéenne, on l'a changée en 2011 dans le groupe de nutritionnistes du réseau méditerranéen sur la diète méditerranéenne. Et en fait, ce qui est important, c'est que la base est vraiment très végétale, ensuite est vraiment compose le repas et les deux repas principaux. Et puis ensuite, plus on monte dans la pyramide, on a une consommation dite hebdomadaire et puis occasionnelle, hein, et c'est le cas des produits sucrés et des produits transformés. Et quand on regarde, donc, quand on la traduit, hein, on traduit ces portions en couverture des besoins, eh bien, encore une fois, on a quelques problèmes. Si on n'a pas de problème pour les protéines et pour les carbohydrates, on a aussi quelques problèmes pour la couverture des besoins en acides gras polyinsaturés et en particulier aussi sur les oméga-3 à longue chaîne, EPA, DHA. Vous voyez qu'on est à 200 mg et qu'on devrait être à 500, et puis que le ratio oméga-6 sur oméga-3 n'est pas atteint, puisqu'on est à 9 et qu'il faudrait être à 5. Alors, si on n'a pas de problème sur cette alimentation méditerranéenne pour la couverture des besoins en vitamines hydrosolubles, pour les minéraux, on a encore une fois un problème sur la vitamine D. Bon, je pense que le repère nutritionnel pour la population à 15 microgrammes est très loin pour un apport quotidien de vitamine D, quels que soient, j'allais dire, les régimes et les alimentations. Et puis, on a une petite inadéquation sur la vitamine E. Alors, en raison que dans l'alimentation méditerranéenne, c'est l'huile d'olive qui prédomine et cette huile d'olive est très peu riche en vitamine E, d'où l'intérêt de combiner aussi avec des huiles de bonne qualité en oméga 3 comme l'huile de colza. Alors, quand on regarde ces alimentations dites méditerranéennes, pesco-végétariennes, végétariennes, on voit qu'on a une compatibilité entre les bénéfices pour la santé, quels que soient les bénéfices, hein, diabète de type 2, donc ça va dans la diminution de certains cancers, diminution de la mortalité coronarienne et toute cause de mortalité, on voit qu'on a un bénéfice santé. Et puis, vous voyez à droite aussi qu'on a un bénéfice aussi en termes de gaz à effet de serre et donc de bénéfices sur le changement climatique et aussi sur l'utilisation des terres. Alors, cette année, j'ai retenu aussi un travail qui a été fait par l'équipe de François Mariotti avec Emmanuel Kess aussi de l'ERN, donc sur Paris. Et
ils ont regardé les profils alimentaires et surtout en fonction de la question des protéines qui est au cœur des impacts environnementaux. Et vous voyez en bleu clair que ce profil, donc l'omite, hein, très faible en viande, donc très végétal, a une pression, donc ici, les pressions environnementales sur beaucoup de facteurs environnementaux sont les plus faibles. Et puis, vous voyez donc sur la qualité de la diète, donc toujours ce bleu clair, hein, a globalement a moins de risques sur la santé. Donc, ils ont utilisé 5 indicateurs importants sur le risque de la santé et puis sur la couverture des besoins. Alors, sauf que pour le score PNNS, c'est un peu moins bon, hein, ce score simplifié PNNS. Mais globalement, il y a une bonne couverture des besoins et un moindre risque sur la santé. À l'opposé, vous voyez que le profil donc ruminant, hein, viande de ruminant, est très impactant, donc en rouge foncé, est très impactant sur l'environnement et est plus à risque donc sur la santé et couvre moins bien les besoins nutritionnels. Et l'alimentation méditerranéenne, autant elle est intéressante donc sur la qualité nutritionnelle de l'alimentation et sur les moindres risques de pathologie quand on adhère plus à cette alimentation méditerranéenne. Donc, eh bien, on voit que finalement, elle a quand même des pressions environnementales très importantes. Et c'est pourquoi la question des protéines est essentielle aussi dans cette alimentation méditerranéenne. Alors nous, on voit bien que ces protéines versus donc en particulier végétales et ce régime méditerranéen est intéressant parce que si on a fait un travail avec justement Solagro il y a quelques années, alors c'est pour ça que vous avez ANC et pas RNP, eh bien, quand on substitue en fait les protéines animales par des protéines végétales, c'est là qu'on a le plus faible impact environnemental, en particulier sur les gaz à effet de serre et sur l'utilisation des terres. Et quant au régime méditerranéen, vous voyez que il est plus faible, mais il est quand même plus important au niveau des protéines. Et les protéines animales, c'est aussi la pêche qui est aussi importante. Je voulais vous présenter aussi cette question de l'eau, qui est un enjeu important à prendre en compte. Alors actuellement, bon, et cette année, on a vécu des périodes de sécheresse, et vous voyez que là, plus vous consommez de fruits, alors c'est water use, hein, c'est le petit carré que vous avez en bas à droite, et en vert clair, vous avez les fruits et légumes. Et plus vous consommez de fruits et légumes, plus vous impactez aussi l'utilisation de l'eau. Donc, la réflexion actuelle, et j'en viendrai aussi à mes conclusions là-dessus, c'est qu'il faut travailler aussi sur les productions qui utilisent le moins d'eau et avec de l'irrigation intelligente. Et ça, on y arrive actuellement. Alors voilà, je voulais vous parler surtout de cette végétalisation et des risques potentiels. Je vous ai parlé de la présence d'antinutritionnels. Et quand on regarde les antinutritionnels qui sont présents dans les végétaux, on en a plusieurs types, plusieurs molécules. Celle qui est la plus connue, c'est l'acide phytique, qui est connu pour chélater les minéraux, en particulier le calcium, le fer, le zinc, mais qui a aussi des effets aussi sur les protéines. Et on va en trouver beaucoup dans les légumineuses, aussi dans les céréales. Les oligosaccharides, raffinose, tachyose, verbascose et donc autres oses qui
qui impactent surtout le confort digestif, hein. Et là, on en trouve particulièrement, ces molécules sont importantes dans les légumineuses. On a aussi les tanins qui chélatent aussi le fer et qui va aussi jouer sur la qualité, la biodisponibilité des acides aminés. On a des inhibiteurs trypsiques sur la digestibilité protéique, des lectines qui peuvent avoir des effets aussi importants sur les villosités intestinales, qui peuvent être allergénisantes, et puis les saponines qui vont aussi jouer sur les vitamines liposolubles et d'une manière générale les lipides. Et ces saponines, on les trouve aussi dans les légumineuses. Et vous voyez, quand on fait tremper des légumineuses, on voit que ça mousse. Eh bien, c'est dû à la présence de saponines. Et justement, je voulais vous présenter le travail qui avait été fait dans mon ex-équipe, donc à Marseille, sur la présence de légumineuses dans un repas qui peut modifier la biodisponibilité de ces vitamines liposolubles. Alors, sur cette planche-là, donc vous avez le contrôle qui sont les pommes de terre avec toutes les vitamines A, D, E et K, et aussi le bêta-carotène qui sont donc le contrôle, hein, et donc il n'y a pas de problème. Puis vous voyez que tous les histogrammes finalement presque diminuent, hein, quand on a la présence de légumineuses dans un repas. Quelle que soit, j'allais dire, la façon de faire, hein, le fait maison ou le produit industriel, et presque le produit industriel est un peu mieux quelquefois que le fait maison. Il y a des tendances, voilà. Alors, je vais vous expliquer pourquoi, mais vous voyez que, désolé, vous voyez que les molécules, donc dans les histogrammes, la figure qui est en bas à droite, hein, on a le problème des phytates, des fibres, des tanins, et puis c'est surtout ces molécules, hein, les saponines, dans les produits de type légumineuse qui vont influer sur la biodisponibilité de ces vitamines liposolubles. Alors, on le sait depuis très longtemps, on arrive à réduire les antinutritionnels, donc là, par le trempage dans l'eau, hein, et tremper dans l'eau, par exemple, les pois chiches, on va les tremper pendant plusieurs jours, hein. La cuisson aussi diminue ces antinutritionnels. La fermentation, la germination, je vous dis, les pois chiches, on les fait tremper. Et ce qui est intéressant, c'est que on voit le germe, quand le germe apparaît, eh bien, on voit qu'on a diminué une quantité très importante, hein, de molécules antinutritionnelles. Et puis, on a aussi dans les repas, en particulier pour la biodisponibilité du fer, d'autres nutriments, hein, qui améliorent cette biodisponibilité. Ce sont la vitamine C essentiellement, et puis les protéines d'origine végétale. Alors, des fois, c'est un peu oublié, donc il y a un vrai intérêt d'accompagner, d'éduquer et de savoir cuisiner ces produits. Alors, quand on parle d'alimentation méditerranéenne, bien sûr, on voit les bénéfices et quelques risques aussi. Alors, on voit que globalement, et le travail qu'on a fait avec Julia Broderie, donc de l'équipe EREN, hein, c'est qu'on a, je vous l'ai déjà dit, un meilleur apport nutritionnel et un impact environnemental globalement plus faible. Mais la végétalisation, on a vu aussi qu'on avait une exposition un peu plus élevée aux résidus de pesticides et puis surtout le problème du coût monétaire qui est plus élevé. Donc, encore une fois, les moyens de production et d'innovation dans l'alimentaire permettront aussi d'améliorer cette offre alimentaire s'inscrivant dans un régime méditerranéen, mais bien sûr, hein, le régime méditerranéen promeut aussi la convivialité, les produits locaux, saisonniers, le partage de la nourriture et d'autres valeurs, hein, qui sont
autres que des valeurs économiques. Alors, quelques éléments de conclusion, vous voyez que tous les scénarios donc, montrent aussi des difficultés à être en adéquation avec la totalité des repères, hein, bon, notamment la vitamine D, les oméga-3, le ratio oméga-6, oméga-3. Je vous ai montré aussi l'importance des protéines végétales versus protéines animales pour diminuer l'impact environnemental, mais attention aux facteurs antinutritionnels qui sont présents, surtout quand on est dans des alimentations peut-être monotones, peu diversifiées. Et ce qui est important, c'est aussi d'avoir un peu de produits animaux pour améliorer la qualité nutritionnelle de cette alimentation. Bien sûr, elle expose, je vous l'ai dit, à un peu plus de résidus de pesticides, mais sans jamais atteindre et dépasser les valeurs toxicologiques de référence. Et c'est un travail qu'on avait fait avec Nicole Darmon à Marseille. Donc, on a bien vu que on est loin et très loin même des valeurs toxicologiques de référence. Mais en conclusion, je vous l'ai dit, c'est important de repenser une offre alimentaire en tenant compte de ces nouveaux modes de production, et la recherche fait beaucoup de travaux en ce sens, hein, en agroécologie, et aussi en transformation pour accompagner ces transitions hein, vers des régimes plus durables. Donc aussi l'innovation et le penser local est important, sans oublier bien sûr le goût hein, qui est essentiel hein, dans une alimentation aussi, hein, je le dis toujours, de plaisir. Voilà, et je passe la parole à Isabelle. Oui, oui bah écoute, merci Marie-Jo pour toute cette présentation hein, qui nous montre l'obligation d'évoluer, mais la complexité aussi de ce nouveau choix de modèle alimentaire hein, qui évidemment questionne beaucoup les diététiciens. On va maintenant passer la parole donc à Laura qui pourra nous témoigner de comment elle intègre tout ça dans ses pratiques quotidiennes et nous rappeler aussi un contexte réglementaire hein, qui vient aussi s'ajouter à tout ce que tu viens de présenter, Marie-Jo, autour des recherches et des modèles alimentaires pour demain. Donc, Laura, je te laisse la parole. Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie d'être avec vous aujourd'hui pour témoigner de ce qui se passe dans mon établissement et puis pouvoir transmettre à mes collègues voilà, quelques pistes. Parce qu'on est encore loin voilà, pour avoir vraiment encore des résultats. On commence à avoir des résultats, mais voilà, on y va progressivement. Donc, dans un premier temps, je vous parte. Alors, je n'ai pas la main sur la présentation pour faire défiler mes slides. Merci. Donc, voilà, dans un premier temps, je vous reposerai le cadre réglementaire qui nous incombe et les stratégies d'achat au sein de mon établissement. Puis, dans un second temps, nous aborderons les alimentations thérapeutiques sur le volet pratique et la réalisation des menus. Et puis, on conclura en synthèse sur les rôles du diététicien, qu'il soit dans les services ou au niveau de la cuisine, qui peut préparer les repas des convives. Slide suivante. Je n'ai pas la main, s'il vous plaît. Alors, concernant le cadre réglementaire, ça, c'est vraiment pour un petit rappel. Donc, les établissements médico-sociaux sont soumis à la loi Egalim de 2018 qui vise à favoriser dans les grandes lignes une alimentation saine, plus durable, avec un objectif de 50% de produits qualité dont 20% de produits d'issus de l'agriculture biologique. Hein. Tous ces chiffres sont voilà, bien entendu en valeur d'achat au sein des structures. Donc voilà, ça c'est sur le volet alimentation durable. Puis on a un point sur la réduction sur l'utilisation des plastiques.
Donc, c'est pas le point qui sera forcément développé aujourd'hui, mais c'est vrai qu'en alimentation hospitalière, le plastique est globalement encore très, très présent sur les établissements. Et puis aussi, point important sur le volet du gaspillage alimentaire, où finalement, des choses peuvent être faites, mais on voit encore pour couvrir les besoins des patients, vraiment entre les besoins théoriques et la pratique, on voit que le gaspillage alimentaire est encore important. Puis à tout ça, donc là, c'est le volet Egalim, et puis après, il y a les recommandations sur les alimentations standards thérapeutiques qui ont évolué depuis quelques années, depuis 2020. Ces nouvelles recommandations où je referai un parallèle finalement entre l'alimentation durable et comment les intégrer à ces alimentations thérapeutiques. Et puis d'autres termes, d'autres textes, la loi AGEC sur le plastique, sur la sortie du plastique, des climats et résilience, et le GEMRCN qui est aussi en cours d'évolution. Slide suivante, s'il vous plaît, ça ne fonctionne pas. Hop. Alors, oups. Donc, concernant les achats alimentaires, donc la stratégie d'achat de mon établissement, finalement, en Centre-Bretagne, on est mutualisé donc, sur un réseau qui s'appelle le Bagad et qui regroupe voilà, 8 GHT, donc groupement hospitalier de territoire, qui nous permet voilà, de mutualiser les achats et d'avoir une réflexion globale sur l'aliment, voilà, comment faire émerger un petit peu c'est un réseau qui nous permet voilà, d'accélérer la transition énergétique et de nous regrouper pour améliorer nos circuits d'approvisionnement et de pouvoir faire un peu force au niveau des acteurs du terrain, notamment les agriculteurs, où on permet d'avoir voilà, davantage de volume. C'est des volumes qui nous permettent d'approvisionner nos établissements en ayant une force au niveau voilà, de négociation au niveau des volumes, mais aussi d'avoir des réflexions sur une juste rémunération de ces acteurs. Voilà comment on peut pardon, excusez-moi. Voilà comment se met en place cette stratégie. Et on se regroupe à peu près 4 à 5 fois par an pour faire le point et travailler nos marchés publics, parce qu'il ne faut pas oublier que les structures hospitalières publiques sont soumises à ces marchés publics. Donc avec un cadre réglementaire qui est assez strict. Donc c'est vrai que pour avoir des approvisionnements, on a vraiment ce volet où l'achat doit être est sur un cahier des charges qui est européen, mais finalement où on nous demande à contrario d'avoir une alimentation plus locale. Donc, il faut essayer de jongler avec ce cadre réglementaire pour pouvoir avoir un approvisionnement qui est de plus en plus de proximité, même si l'alimentation locale ne fait pas encore partie, malheureusement, de la loi Egalim et ne peut pas être valorisée en tant que telle. Donc la place du diététicien sur ce point-là, c'est vrai que le diététicien n'est pas forcément invité, mais je vous invite, chers collègues, à faire force là-dessus pour participer à ces réunions de travail. Pourquoi? Parce que le diététicien, il va vraiment avoir un œil, un autre œil sur le sourcing, sur la sélection un petit peu de ces produits alimentaires. Il va intervenir sur, par exemple, l'analyse des fiches techniques lors des réponses au marché public. Voilà, il va permettre aussi la mise en place de partenariats avec ces agriculteurs, d'aller, voilà, mettez vos bottes, allez voir ce qui se passe sur le terrain, parce que vous êtes à même de savoir ce qui est le mieux pour vos patients, vos convives.
Donc, il ne faut pas hésiter à aller voir ce qui se passe sur le terrain. Ça permet, voilà, le diététicien, il a une place aussi au niveau des partenaires de l'agro-industrie parce que faut pas oublier que voilà, on en a besoin aussi des industriels parce qu'on ne peut pas forcément tout réaliser maison sur nos structures, mais vraiment de travailler en partenariat avec eux parce que ils restent à l'écoute. Ils restent à l'écoute sur les évolutions de pratiques, hein. Il y a plein de choses qui peuvent se faire, donc de ne pas hésiter à discuter pour avoir voilà, des produits de plus en plus qualitatifs. Et puis, moi, je suis associée donc, au comité technique de ce groupement d'achat parce que voilà, j'aime savoir aussi ce qui peut être mis dans les menus par la suite, hein. Donc, on rédige les critères des cahiers des charges de ces marchés publics, de donner son avis sur les différents types d'allotissement des marchés. Sur, par exemple, si on estime qu'un lot, un lot de produits bio peut être intégré sur certains produits. On peut donner aussi un avis sur tel produit ou un autre qui peut être meilleur, voilà, sur les exigences nutritionnelles, hein, parce que c'est vraiment nous qui avons ce regard d'expert sur les exigences. Slide suivante, s'il vous plaît. Donc, concernant les achats durables sur mon établissement, donc ça, c'est vraiment les statistiques, enfin, les chiffres qui sont extraits du site de ma cantine auxquels les établissements sont soumis pour voilà, de rendre compte des volumes d'achat sur l'alimentation durable. Donc, les établissements hospitaliers sont encore loin du compte dans le sens où les moyennes nationales autour du bio sont à peu près à 4%. Sur le volet nationalement. Donc, moi, sur mon établissement, alors, en 2022, on atteignait seulement 1,67% de produits issus de l'agriculture biologique. C'était voilà, assez nouveau. Les premiers marchés publics venaient intégrer de certains produits bio. Il y en avait encore très peu dans les allotissements de marché public. Donc, c'était, voilà. Puis après, donc, en début 2023, de nouveaux lots sont venus, enfin, de nouveaux marchés sont venus se greffer. Et donc, il y avait une introduction qui était beaucoup plus importante au niveau des produits bio. Bio, mais pas que, dans le sens où on a énormément travaillé aussi avec les producteurs, hein, les acteurs de l'industrie, notamment sur les légumes surgelés qui sont encore utilisés de façon importante sur les établissements de soins. Voilà, pour avoir davantage de produits français qui soient avec des critères de haute valeur environnementale. On sait qu'il y a beaucoup d'agriculteurs aussi qui se convertissent à ces pratiques-là, à ces certifications. Donc, on a pu avoir voilà, à peu près, donc le HVE correspond globalement aux fruits et aux légumes, puis sur le territoire breton aussi. C'est une certification qui commence à être utilisée. Puis après, au niveau des produits d'écolabel, là, on va être sur tout ce qui est poisson de pêche durable. En Bretagne, ça serait malheureux de ne pas avoir de poisson voilà, avec un meilleur circuit. Puis on voit que ces produits-là, finalement, depuis 2023, de janvier à août, aïe, les chiffres commencent à bouger. Donc, au niveau du bio, on a vraiment accentué ce point-là en passant voilà, en peu de temps finalement à 6,1% de produits bio, hein, c'est les chiffres de janvier à août, avec le montage de partenariats aussi avec des agriculteurs du coin, hein. Donc, par exemple, on a des produits qu'on a pu sourcer, notamment les lentilles. On parlait des légumineuses tout à l'heure avec Marie-Joseph. Voilà, les légumineuses, on arrive à en sourcer à 5 km de l'hôpital, donc elles sont bio et locales pour le coup. On ne peut pas avoir plus local. Et puis après, il va y avoir des produits. Donc nous, le bio, où on l'axe globalement, ça va être sur les produits laitiers.
notamment produits laitiers, légumineuses, quelques fruits et quelques légumes. Par exemple, les légumes, on travaille avec un ESAT sur des produits de quatrième gamme, donc lavés, épluchés, taillés, parce qu'on n'a pas de légumerie sur place, mais donc qui nous permettent, par exemple, de faire tous nos potages maison avec des légumes bio et locaux. Donc, slide suivante. Merci. Donc là, c'est vrai que le repas végétarien en structure médico-sociale, donc on y est soumis, on expérimente, on teste. C'est vrai que dans le cadre de la diversification des protéines, nous avons intégré ce repas végétarien depuis à peu près un an, 1 à 2 fois par semaine à l'intégralité de nos convives, sachant que sur l'établissement et la cuisine centrale qu'on dessert, il y a une grande partie où les patients, finalement, patients résidents, ont plus de 75 ans. Donc c'est vrai que ce mot végétarien, déjà, premièrement, il ne parle pas. Il parle pas aux gens, on ne comprend pas pourquoi il manque une composante dans l'assiette. Ça passe vraiment par de la communication. Le mot végétarien fait peur. Fait peur parce que dans végétarien, déjà, voilà, il y a le mot rien. Donc, c'est vrai que ce terme est encore discutable. On communique très peu quand on propose des menus végétariens parce que, en plus, en territoire breton, hein, où il y a l'élevage est quand même très ancré. Les légumineuses, les céréales, pour un grand nombre de personnes âgées du territoire, c'est encore destiné à l'alimentation du bétail. Donc la vision de ce repas végétarien n'est pas forcément positive sur le secteur où j'exerce. Donc on intègre progressivement avec des recettes qui sont plus facilement identifiables. Je pense à des chilis sin carne avec une part voilà, de haricots rouges, de maïs sans utilisation forcément des grainés végétaux, hein. Mais finalement, dans l'assiette, pour les résidents, il manque quelque chose. Il faut vraiment aussi que voilà, ça peut passer aussi par des tartes sans forcément communiquer sur ce terme végétarien. Ça peut être des tartes salées qui sont proposées, des ovoproduits. Et là, pour le coup, on répond quand même à ce repas végétarien. On voit, voilà, il faut que ce soit progressif, il ne faut pas qu'il y ait trop de nouveautés en même temps, il faut que ce soit joli, il faut que ce soit bon, parce qu'on n'oublie pas, hein, avant tout, on répond à quelque chose, mais il faut que ce soit goûtu, il faut que ce soit vraiment un moment de plaisir. On se rend compte encore que la formation et la conviction des cuisiniers, elle est encore très variable. Peu de nos cuisiniers, en tout cas sur l'établissement, sont formés à cette alimentation. Il faut convaincre aussi parce que des cuisiniers, ils ont appris à cuisiner de la viande, du poisson, des œufs, les légumes. C'est vraiment la garniture, c'est pour ça même qu'on appelle ça encore garniture, ça a encore beaucoup de mal à trouver sa place comme un aliment, un ingrédient principal de l'assiette. Il faut vraiment voilà, adapter les recettes en fonction des habitudes alimentaires des populations cibles. On ne proposerait pas forcément les mêmes recettes à des enfants d'âge élémentaire qu'à des personnes en résidence EHPAD. Donc c'est vrai qu'aussi progressivement, on fait ce qu'on appelle un peu, nous, des recettes un peu mixtes, où on diminue la part de viande. Par exemple, on va être sur 70% de plats de viande. Je pense par exemple à un sauté de bœuf aux haricots rouges. On va être sur 70% de viande de bœuf et 30% de haricots rouges. Ça nous permet aussi d'avoir une intégration plus progressive des légumineuses. Slide suivante, s'il vous plaît. Alors là, on va rentrer dans la partie alimentation thérapeutique. Comment on intègre voilà, de façon progressive cette alimentation sur le terrain. Alors, concernant le plan alimentaire, chez nous, en tout cas, on a diminué le nombre de composantes sur le repas du soir depuis quelques mois déjà. C'est vraiment, donc on est sur la composition, on est sur un potage qui est proposé encore de façon systématique, un plat protéique avec un accompagnement et au niveau du dessert, un dessert lacté ou un fruit
selon les jours, mais en laissant quand même la main au service de soins s'il y a des besoins spécifiques ou même des besoins, voilà, de l'appétit en fonction de l'appétit du patient. C'est vraiment aussi le patient qui peut nous dire, bah non, moi c'est insuffisant, donc on va pouvoir, on laisse cette souplesse au service de soins sur le logiciel d'ajouter une composante. Donc voilà, le nombre de repas, alors ça est vraiment comment on calcule notre nombre de repas à produire pour le volet gaspillage, notamment. On part sur les chiffres de N-1 sur le nombre de repas produits. Alors, c'est une tendance parce que c'est jamais facile d'estimer le nombre de repas précis d'un établissement de soins en fonction bah, voilà, de l'affluence de certaines périodes de l'année. Hein. C'est jamais forcément égal d'une année sur l'autre. Voilà, ça nous permet juste d'avoir une tendance. L'adaptation de la taille des portions, ça c'est vraiment aussi quelque chose qui est possible et qui nous apporte quand même une prise en charge qui est beaucoup plus précise, ciblée en fonction des patients. On peut avoir de l'entrée au dessert enfin, la possibilité d'avoir des petites et des grandes portions, que ce soit le midi, le soir. Souvent, hein, les patients ils peuvent avoir un peu plus d'appétit le midi que le soir, où finalement, ils peuvent nous demander même d'avoir un potage, un laitage, un dessert. Ça, notamment, on le retrouve de façon plus fréquente sur les EHPAD. Et puis, bah, la prise en compte, ça, c'est quelque chose aussi d'important. Je trouve que de cibler, d'adapter nos menus en fonction des goûts personnels des patients, parce que bah, ça, c'est un vecteur clé aussi ça provoque moins de gaspillage alimentaire. Il y a un plaisir alimentaire où le patient, il se retrouve aussi, voilà, bien confronté. C'est important, l'alimentation dans nos structures, dans le sens où il y a vraiment c'est un moment de plaisir, un moment de soin, mais qui doit rester vraiment un moment de plaisir qui est nécessaire, voilà, à la convalescence de nos patients. Voilà, donc vraiment de prendre en compte les goûts, de faire choisir, même notamment à l'entrée du patient, qu'il y ait une prise en compte des non-goûts. Paraît encore voilà, trop peu présente dans les pratiques, mais qui est fondamentale pour diminuer aussi le gaspillage alimentaire. Tac. Donc, concernant les alimentations standards dites normales, hein, qui est notre régime standard, anciennement régime standard, qui doit couvrir hein, les besoins nutritionnels pour conserver un état nutritionnel et d'hydratation correct. Comment voilà donc transposer cette alimentation durable. Donc en premier temps, rappel des objectifs nutritionnels, puis la réponse en tout cas qui est apportée sur mon établissement avec voilà je mets en lien donc par exemple d'avoir un apport glucidique avec l'intégration de féculents qui sont semi-complets. Les féculents complets sont pas forcément bien consommés encore parce que c'est des aliments qui sont nouveaux et pas forcément encore bien identifiés des patients, hein, notamment sur les patients les plus âgés. Les céréales complètes, ça parle pas forcément, donc on y va progressivement pour pas qu'ils soient déroutés aussi d'un point de vue gustatif. Voilà, avec par exemple, comme je vous le disais tout à l'heure, hein, le sourcing de lentilles hein, qui font partie, chez nous en tout cas, d'une carte de remplacement. Les patients ont le régime, l'alimentation, voilà, le menu standard, avec une possibilité d'adaptation en fonction des goûts et non-goûts, avec une carte de remplacement. Et les lentilles, par exemple, bio-locales, font partie de cette carte de remplacement. Puis après, sur le pain, on a un approvisionnement avec un allotissement, parce que donc, ma cuisine centrale dessert donc, plusieurs satellites, avec un approvisionnement de pain avec des boulangeries artisanales locales qui utilisent des farines qui sont aussi qui ne sont pas des farines blanches. Donc ça, c'est des choses qu'on peut proposer à nos patients, notamment aussi des pains aux céréales, des pains complets de boulangerie, donc avec une meilleure densité nutritionnelle. Après, concernant les apports protidiques,
les apports protidiques, bah, là, comme je vous disais, hein, sur les chiffres et les valeurs d'achat, on est sur un sourcing de poissons frais. Alors, pas encore pour l'intégralité des poissons proposés au menu, mais voilà, c'est vraiment, on cherche en tout cas à avoir les produits. Alors, on en met moins souvent, mais en tout cas, on vise à avoir des pêches durables et locales pour le coup. Et puis au niveau des viandes, on a loti. Donc voilà, il y avait le marché, un focus marché régional, mais avec un allotissement par département. Sur les quatre départements bretons. Voilà, les cinq si je compte en dessous, mais ils n'en font pas partie. Mais voilà, en tout cas sur les quatre départements bretons. Et puis bah, d'augmenter les apports en fibres. Ça fait partie également des objectifs nutritionnels de l'alimentation standard, hein, avec bah, des produits qui sont bah, issus de filières françaises, comme je puis vous dire, de travail avec des produits, des légumes de quatrième gamme, où on propose un potage bio et local de façon quotidienne. Donc voilà, avec des partenariats qui sont mis en place avec un ESAT notamment. Slide suivante. Donc, également, hein, c'est une alimentation qui est très présente qui est très présente sur les établissements, hein, notamment sur secteur gériatrique, les alimentations enrichies, hyperprot, hypercal, qui ont pour objectif prévenir, corriger des dénutritions. Et donc, sur mon établissement, on peut, voilà, maintenant, depuis quelques années, on réalise des entrées et des desserts enrichis maison. Tout au long de l'année, avec une carte, une offre alimentaire finalement qui évolue en fonction des saisons. Qui sont avec des enrichissements, avec des crèmes de gruyère, avec donc poudre, voilà, poudre un peu de collagène. De poudre de collagène et qui nous permettent d'avoir vraiment des petites portions, hein. C'est présenté sous forme de petites verrines. Je vous invite voilà, quand vous aurez la présentation, vous avez un lien. On a participé l'année dernière à la semaine de la dénutrition organisée par la FDN via une petite vidéo et il y a voilà, où les équipes avec lesquelles je travaille présentent c'est la préparation de ces entrées et desserts enrichis et comment on valide avec le process de validation au sein des EHPAD. On fait toujours tout goûter à nos résidents parce que ça reste les consommateurs. Donc voilà, ils évaluent les recettes proposées. Donc, qui sont, voilà, d'un point de vue organoleptique, voilà, plus satisfaisantes, moins de gaspillage en tout cas de ces produits-là, qui sont faciles à manger parce qu'on est vraiment sur une texture un peu de mousse, des choses assez foisonnées, donc agréables en bouche. On propose également à nos patients des laitages qui sont fermiers, bio ou pas, locaux de plus en plus avec des fromages aussi, des fromages à la coupe. On ne s'interdit plus rien. C'est vrai que l'alimentation à l'hôpital a été quand même très standardisée au niveau des goûts avec la proposition de fromage emballé. On s'est interdit beaucoup de choses sur des critères plus ou moins hygiéniques, sanitaires. Mais finalement, voilà, beaucoup de choses sont possibles. De plus rien s'interdire. Je crois que vraiment aussi de plus rien s'interdire dans la proposition des plats parce que on remarque que des patients de manger des fromages emballés, c'est pas forcément très gustatif. Donc nous, en tout cas, on a cette chance de proposer des fromages à la coupe de plus en plus et des fromages blancs, des yaourts, fermiers. Donc avec une qualité nutritionnelle organoleptique augmentée forcément. Et puis des potages de légumes bio frais et enrichis. Voilà, poudre de collagène et crème de gruyère, comme j'ai pu vous l'exposer. Donc, concernant l'alimentation hyposodée, donc voilà, de comment respecter les besoins nutritionnels en contrôlant les apports. Premièrement, en travaillant sur la qualité des ingrédients qui sont mis en œuvre dans les recettes.
Donc avec la fabrication en fait de sauces et comment donner du goût, parce que n'oublions pas que depuis voilà pendant des années l'alimentation sans sel à l'hôpital, bah, ça se retrouvait avec des choses bouillies qui avaient globalement la même couleur que dans l'assiette le matin, le midi et le soir. Donc là vraiment c'est vraiment le visuel aussi qui est travaillé en plus du goût sur la valorisation, l'association un peu judicieuse dans l'assiette, les assiettes toutes blanches qu'on pouvait voir, voilà, le poisson blanc bouilli avec le chou-fleur à côté, bah, ça on essaye vraiment de l'éviter au maximum, où on se retrouve avec des productions qui vont être pochées, grillées. Voilà, grillées, où on va avoir des marquages aussi avec des marquages de viande qui nous permettent aussi d'avoir des choses visuellement plus agréables. On va utiliser des herbes, des épices et notamment bah, des épices issues du commerce équitable pour voilà qui rentrent aussi en compte dans notre loi Egalim. Et puis bah voilà on réalise nos sauces maison. Ça c'est voilà quelque chose qu'on met vraiment en avant au sein de l'établissement, qui me permet de maîtriser de l'apport sodé de la ration en utilisant des jus de cuisson, les garnitures aromatiques. Et on refait nos roux maison avec du beurre et de la farine. Donc ça, c'est vraiment des sauces qui sont appréciées parce que bah, où il y a moins cette standardisation comparée à d'autres types de production de sauces. Et puis bah, sur la réflexion autour aussi de l'œil du diététicien vraiment expert sur les produits dits préparés. On en a besoin aussi pour créer nos menus, comme je disais, mais finalement c'est nous qui avons quand même cet œil contrôle sur la composition et notamment sur les apports sodés de ces produits-là. Laura, 5 minutes. Ouais, je fais vite, j'ai fait vite. Juste petit point sur l'hydratation. On parle alimentation, mais on parle hydratation d'un point de vue durabilité. Donc, on n'a plus le droit de distribuer de façon gratuite les petites bouteilles en plastique dans nos établissements. Seules les eaux spécifiques, thérapeutiques, fibres gazeuses doivent être justifiées. Il faut le rappeler, d'une prescription médicale. On ne peut pas les distribuer à tout va. Mais de plus en plus d'établissements s'équipent de produits qui permettent de fontaines qui permettent d'avoir des eaux, voilà, des eaux gazeuses, des eaux pétillantes, sans utilisation de bouteilles plastiques. Et puis bah moi, pour conclure, le diététicien, il porte pas forcément une blouse blanche à l'hôpital. Il porte aussi des bottes maintenant. Il se met autour de la table avec les décideurs. Voilà, sur le volet des achats alimentaires, c'est vraiment avoir la possibilité de choisir le meilleur pour ses patients. Faut pas l'oublier, c'est vous êtes les experts sur ce qui est bon globalement pour eux. La lutte contre le gaspillage alimentaire, vraiment d'adapter notre prise en charge sur de pratiques, comme je le disais, les non-goûts, les portions, pour limiter tout ce gaspillage et communiquer avec les acteurs du quotidien, les soignants, les hôteliers, parce que ce sont vraiment eux qui sont au cœur de la prise en charge aussi. Il ne faut pas l'oublier, on n'est pas présent à tous les repas auprès de nos patients, donc vraiment aussi de se fier à leur retour. Communiquer. On a vraiment ce rôle de communiquer, d'informer, que ce soit les patients, les soignants, mais aussi au sein de nos établissements, de former et d'informer nos collègues qui n'ont pas forcément une jolie vision de l'alimentation à l'hôpital. Donc vraiment de valoriser ce qui peut être fait au sein de vos établissements. Et puis de former, vous avez aussi ce rôle de former les participants du quotidien, les partenaires du quotidien sur voilà. J'ai noté éviter le bon courage en posant le plateau. Ça, c'est quelque chose qu'on voit encore trop souvent, qu'on entend trop souvent. Bon courage, non, ça améliore pas forcément la prise alimentaire de nos patients en disant ça. Voilà, j'ai terminé ma présentation. Merci à tous. Merci à toutes les deux pour ces présentations très riches qui montrent toute la complexité du moment qu'on vit, avec, on l'a vu avec Marie-Jo, une évolution quasi nécessaire et obligatoire de nos modèles alimentaires et toutes les questions qui se posent autour. Et puis, à côté, Laura qui a fait une présentation très pratico-pratique de dire comment aujourd'hui
on fait évoluer les menus dans le monde hospitalier. Donc les questions, je vais me faire le porte-parole des différentes questions qui ont été posées tout le long de vos deux présentations. Donc une première question à Marie-Jo. Servir autant de protéines végétales et animales, les recommandations vont-elles évoluer? Ben, elles ont déjà un peu évolué, hein, on va dire. Le dernier PNNS auquel aussi j'ai participé donc avec les équipes de l'ANSES pour établir ce nouveau PNNS, oui, on a évolué puisqu'on a mis finalement des recos pour les viandes et les charcuteries, en particulier les viandes rouges. Et je rappelle toujours que les viandes rouges, c'est tout sauf la volaille et le lapin. Donc, et la limite supérieure est 500. Donc, en fait, en moyenne, en France, on est loin de ces 500. Donc, c'est déjà une bonne nouvelle. Mais la mauvaise nouvelle, c'est qu'il y a des très forts consommateurs de viande rouge et en particulier de charcuterie. Et bon, qui amène non seulement la problématique de sel, d'acides gras saturés, etc. Donc, et on a réintroduit, bien sûr, on a mis à part les légumineuses qui étaient mélangées donc avec les féculents et en fait qui est maintenant une catégorie à part parce qu'elle est source de protéines, mais dont on sait, et là je pense que c'est le point essentiel, c'est ce qui n'a pas été mis dans les recos, c'est-à-dire qu'il faut les combiner avec les céréales pour avoir un profil d'acides aminés complet. Je pense que ça, il faut... et toute la tradition et les alimentations dites traditionnelles, moi qui voyage beaucoup et je travaille beaucoup en Afrique, savent ça, c'est qu'ils mélangent céréales et légumineuses. Bon, voilà, donc... alors, je pense qu'elles vont continuer d'évoluer et j'espère qu'elles vont continuer d'évoluer. Mais ce que je voulais dire, et je réponds à la question des scénarios, font-ils aussi partie des projets d'évolution des référentiels? Il faut qu'elles continuent d'évoluer parce que ce qu'on a fait, c'est que c'est population générale. Or, ces recos ne sont pas adaptés à nos diverses populations. Sous-groupes, enfants, etc., femmes enceintes, diabétiques, etc., où on a des nuances vraiment à apporter. Voilà, ça c'est vraiment, il faut que ça évolue. Alors, juste pour information, parce que la semaine dernière, j'étais donc aux Journées francophones de nutrition et avec Karine Clément, qui est la spécialiste du microbiote que tout le monde connaît, nous avons discuté justement de ça. Comment, comment pourrait-on faire évoluer ces référentiels en accent bien sûr sur les protéines animales et végétales, mais aussi sur d'autres aliments vecteurs de nutriments, notamment les lipides, parce qu'actuellement, on oublie un peu cette catégorie. Voilà, donc on y réfléchit fortement. Oui, je pense aussi que les choses bougent et on le voit bien, les agronomes de l'agronomie et aussi Oui, ça toutes c'est les très cultures clair. et tout ça revoient leur position, ce qui Oui. derrière, pas oblige, mais nous font travailler aussi sur tous les volets de nutrition qui sont directement liés à ce qui est disponible pour la population. Donc, c'est un tout, quoi. On est en Oui, transition et c'est un tout. Oui. je vais prendre l'exemple céréales légumineuses, par exemple. Maintenant, les agronomes travaillent en agroécologie sur la diversification, combinent sur un même champ céréales, légumineuses, voire même autre chose. Et les boulangers, maintenant, savent faire des pains qui sont justement issus de champs qui combinent ces aliments. Donc, il y a beaucoup de choses qui évoluent. Et d'ailleurs, vraiment, cette agroécologie diminue fortement les intrants et dont les pesticides. Donc, ça, c'est plutôt des bonnes nouvelles.
Après, on a toujours un petit décalage, mais ça a toujours Mais été entre la voilà, recherche, les découvertes et les repères, quoi, qui doivent voilà. évoluer dans le temps. Oui. Et puis, j'allais dire, le travail en silo, c'est-à-dire enfin, les agronomes se fixent sur leurs problématiques d'agroécologie, moins d'intrants, mais toujours avoir du rendement. Hein, c'est quand même, faut bien nourrir la population. Et puis, à côté de ça, nous, on est très nutrition, on est très santé, et du coup, on oublie quelquefois l'amont. Enfin, je trouve que le travail de Laura est assez exemplaire, hein, et notre travail à tous, c'est bien de recombiner tout ça et de réaligner, en fait, hein, j'allais dire les planètes, les planètes santé, les planètes production. Alors, Laura, tu as de nombreuses questions. Je vais essayer de Ouais. m'organiser euh, pour, euh, pour, euh, pour que tes réponses soient plus faciles. Donc, on va partir de la qualité des denrées. Tu as présenté donc une forte évolution des produits HVE dans tes achats. Un participant, donc ou une participante, nous dit pourquoi le HVE, c'est quand même une notion très controversée, sans vrai référentiel, et pourquoi cette évolution? Alors, bah, le HVE, parce que c'est enfin, sur le territoire, voilà, viennent aussi frapper, viennent nous démarcher aussi, hein, en quelque sorte, viennent aussi travailler avec nous pour intégrer leurs produits. Après, bien sûr qu'au niveau de la charte, enfin, que le bio, bien sûr que les chartes sont peut-être moins strictes que le label bio, mais ça nous permet aussi d'avoir, enfin, faut pas se cacher, du volume aussi dans nos chiffres et de la loi Egalim. Euh, voilà, bien sûr qu'il reste moins onéreux que certains Oui. produits, bien entendu. Ce volet-là rentre en compte dans la réalisation de nos menus, hein. Oui, je pense que l'exercice des diététiciens, je me permets, parce que je vis un peu la même chose que toi, c'est de tout concilier, quoi. Les évolutions nécessaires des apports nutritionnels, les obligations de la loi, et c'est un exercice qu'on voit très complexe, hein, au quotidien. Une autre question autour des repas végétariens. Alors, je vais dire cette question, elle va être à vous deux, je vais en rassembler deux. Une question plus pour Marie-Jo autour de la consommation de produits laitiers par rapport aux protéines, enfin aux produits animaux, permet-elle Oui. de diminuer les facteurs antinutritionnels? Euh, et en parallèle, on reposera les questions juste après à Laura autour des repas végétariens. Donc en fait, Oui, alors, l'idée, oui, 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 juste sur les produits laitiers, donc non, parce que en fait, là, la question qui se pose sur les protéines d'origine animale, c'est la question du fer. Les produits animaux, donc la viande rouge, hein, en particulier, est source aussi de fer dit héminique, beaucoup mieux absorbé que le fer dit non héminique et qu'on ne va pas trouver forcément dans les produits laitiers. Le fer non héminique, il est issu des produits végétaux, mais il est bien moins absorbé et biodisponible à cause de ses antinutritionnels. Les produits laitiers ne sont pas un vecteur très important de ces éléments, mais par contre, ils sont intéressants et il faut absolument les avoir dans une alimentation équilibrée parce que ils apportent non seulement du calcium, ils apportent aussi des acides gras, des petits acides gras à courte chaîne dont on a montré, là, il y a d'excellents articles là, sur l'acide vaccinique, hein, sur ses effets santé qui sont extrêmement intéressants, des petits peptides bioactifs aussi. Donc voilà, donc je ne sais pas si j'ai répondu, mais c'est pas la question, c'est pas une question, en gros, c'est produits laitiers seuls, sans viande, en oui, gros. c'est ça en fait, oui. Voilà, donc non, bon, il faut Alors, un Ultra, petit autour peu. des repas végétariens, deux questions pour toi. Alors, une autour euh, enfin, tu as dit à un moment donné qu'il n'y avait pas d'alternative végétarienne quotidienne ou je ne sais
plus précisément, est-ce que tu prends en charge les végétariens qui rentrent dans vos établissements? Je pense Bien que sûr. oui, c'est juste une précision à apporter. Et après, est-ce que vous avez analysé justement autour du gaspillage alimentaire? Quand vous servez des repas végétariens, enfin, tu as dit un peu que c'était moins accepté. Est-ce que vous avez été jusque-là, jusqu'à vérifier les restes en fait dans les assiettes? Alors, donc oui, bien sûr, on prend en charge les demandes, de repas et d'alimentation végétarienne. Voilà, au cas par cas, c'est des choses qui sont totalement possibles. Donc, quand je parlais de nos cartes de remplacement, si j'ai des alternatives, alors qui vont être, enfin là pour le coup, les soignants font vraiment appel aux diététiciens pour être sûrs d'avoir un apport qui couvre les besoins de ces patients-là également. Mais c'est vrai que au quotidien, un patient, il n'aura pas forcément un menu adapté tous les jours. C'est à nous de prendre la main. Je ne sais pas si je suis très claire, mais c'est à nous de prendre la main pour lui construire finalement un repas le plus équilibré possible en respectant voilà, cette alimentation. Donc oui, il y a des mesures hein, qui sont faites. J'en ai pas parlé, mais notamment sur des services expérimentaux de l'établissement, par exemple, service de diabétologie. Donc c'est là finalement où les gens, les patients mangent le plus normalement possible. Je parle en point de vue de quantité, de quantité. Oui, il y a du gaspillage. Alors il y a une mesure du gaspillage. Oui, il peut y en avoir sur ces recettes-là qui sont nouvelles, comme je disais, moins connues, moins. Voilà, donc il peut y en avoir. Après, on a cette flexibilité aussi d'adapter au niveau des grammages. C'est sûr que si on se rend compte qu'il y a beaucoup de gaspillage, on va peut-être pouvoir diminuer le grammage sur le service suivant. On adapte, oui. Mm. Voilà. Après, beaucoup d'interrogations aussi autour de la dénutrition. Euh, Quid de la dénutrition dans un contexte, bon, c'est très bien que la dénutrition protéique à l'hôpital est quand même très importante. Tu nous as dit qu'il y avait l'importance enfin, la difficulté parfois pour les résidents et les patients d'accepter cette évolution de régime alimentaire, hein, si on peut dire. Quel est ton avis là-dessus? Comment tu vois les choses autour de cette prise en charge de la dénutrition, hein, qui est bien sûr cœur de métier pour l'ensemble des diététiciens travaillant à l'hôpital? Pour moi, il faut adapter, enfin voilà, il faut adapter. Le but, il faut pas l'oublier, c'est que nos patients s'alimentent avec plaisir. Donc pour moi, enfin vraiment d'un point de vue personnel, j'insiste pas quand un patient me dit bah non, moi il me faut de la viande, il me faut de la viande. On explique, ils ont conscience qu'il faut diminuer les quantités de viande, les quantités de poisson. Ils ont conscience de tout ça. On va diminuer les quantités, mais si un patient vraiment refuse catégoriquement de manger végétarien, eh ben, on prendra en charge et en considération sa demande. Pour moi, il ne faut pas imposer, il faut y aller de façon progressive. Le but, c'est d'alimenter nos patients et avec plaisir. Donc, Mhm. C'est un peu, enfin, alors je vais partager aussi notre expérience, hein, parce qu'elle est assez proche de la tienne, hein. Nous aussi, on a des difficultés avec les repas, on va dire, qui seraient complètement végétariens, puisqu'ils ne sont pas bien acceptés par les populations, hein, puisqu'on est dans une évolution, on va dire, culturelle, hein. On ne change pas d'alimentation du jour au lendemain. Nous, l'option que l'on a prise, je ne sais pas si toi, tu as fait pareil, c'est de façon générale, on a baissé un peu le grammage de certaines portions de viande, tout en restant bien sûr dans les recommandations nutritionnelles. Comme toi, on ne parle pas trop de repas végétariens parce que on en servait des repas végétariens, on en a toujours servi à l'hôpital, hein, des tartes aux légumes et des choses comme ça font partie des repas végétariens. Ceux-là sont dans les habitudes alimentaires et passent assez facilement, hein. Et après, bah, il faudra un peu de temps pour arriver. Après, nous avons une autre question aussi de comment tu équilibres les budgets avec tout ça, puisque les produits que tu introduis sont globalement plus coûteux que les produits de qualité. Souvent, ça va avec hausse de prix, surtout dans le contexte d'inflation des denrées alimentaires qu'on vient de connaître.
Donc, alors, on a jonglé, donc déjà, comme j'ai pu présenter, donc déjà avec la diminution aussi et le passage à 4 composantes le soir, nous a permis d'avoir quand même une économie sur ce diminution voilà, de nombre de composants, donc qui nous a permis de réinjecter finalement cet apport dans des produits plus durables, plus qualitatifs, et aussi en diminuant nos quantités, nos quantités, donc au niveau voilà, des repas servis. On a diminué, comme tu as pu l'exprimer aussi, la part de viande où on est vraiment en fourchette basse, mais tout en couvrant les besoins. Voilà. Donc en travaillant sur le volet gaspillage alimentaire, travailler sur le nombre de composantes, notamment le soir, nous a permis quand même d'absorber une petite part. Il ne faut pas l'oublier que l'inflation, elle a été telle que ça ne permettra pas encore de tout avaler, mais en tout cas, c'est nos leviers pour augmenter la part de produits durables. Alors, autour de la dénutrition et de l'enrichissement d'alimentation, une question plutôt à Marie-Jo, il me semble, enfin, vous pouvez répondre toutes les deux, mais pour l'alimentation enrichie, hyperprotéique, hypercalorique, peut-on enrichir nos produits de protéines végétales plutôt que de protéines animales, ce qui est plus, on va dire, dans les habitudes actuelles? La première réponse, ce serait en termes d'acides aminés. Comme j'ai dit, s'il y a un profil d'acides aminés complet, donc il n'y a pas de souci, hein. Après, tout dépend de la purification des protéines. Et comme je l'ai dit, si ces protéines végétales, euh, elles sont accompagnées finalement d'antinutritionnels, il peut y avoir un risque, hein, d'avoir un effet sur une moins bonne absorption et biodisponibilité de ce qu'il y aura dans l'assiette à côté. Voilà, comme le fer, le zinc, voilà. Mais tout dépend de la qualité de la protéine, en fait, végétale. J'imagine que justement, enfin, des sociétés comme Nestlé ou autres, sur l'agroalimentaire travaillent aussi suite à vos recherches à des formulations de produits qui Oui, répondront de oui. façon Oui, correcte. c'est ce que j'ai dit. Ouais. Enfin, même en recherche, d'une manière générale, actuellement, il y a beaucoup d'innovations qui se font dans le domaine des protéines végétales. Il y a un grand programme en France sur protéines, hein, pas que pour la protéine humaine, mais aussi la protéine animale aussi, hein, mais ce grand programme avec des grands financements donc va permettre d'innover et aussi d'accompagner une meilleure offre alimentaire. Alors, une question plus pratico-pratique. Donc, une participante pose la question, mais en formation des diététiciens, on apprend encore le GMRCN, qui correspond plus complètement à ce que tu as présenté, Laura. Donc, je vais te laisser répondre. Je compléterai peut-être ta réponse. Mais... Donc oui, c'est vrai enfin, il est en cours d'évolution. On a encore, ça nous permet encore d'avoir des repères, des recommandations, ça, voilà, de façon globale. Mais c'est vrai on l'affine plus ou moins en fonction de notre expérience sur le terrain. On attend que les nouvelles recommandations sortent. Ça, c'est plutôt Isabelle. Je pense que tu es plus aguerrie Oui, sur le oui, calendrier de je déploiement. vais Je te laisse répondre aussi. compléter. Déjà, redire que le GMRTN, ça n'a jamais été une obligation dans le dur. On peut y répondre autrement. Donc, je pense que c'est ce que tu es en train de faire. Et effectivement, avec la nouvelle stratégie en santé qui va sortir là, et en alimentation, nous allons avoir une révision du GMRCN, le travail, je crois, est quasi terminé au Conseil national de la restauration collective. Et donc, une évolution, de même que les repères nutritionnels, tout évolue, va sortir avec un peu de retard, mais je pense aussi que voilà, quand on est professionnel, il faut savoir faire la part des choses, et il est bien évident qu'on ne sort pas des recommandations sans avoir toutes les preuves. Et ça prend du temps en recherche, toutes les preuves, on voit bien que je pense qu'il faut être un peu patient. On vit actuellement une transition énorme et qui est passionnante d'ailleurs, qui est passionnante.
Mais il faut un peu de temps avant que les repères officiels, on va dire, sortent. Enfin, Marie-Jo, je pense que c'est quelque chose que tu connais habituellement. Oui, moi je connais bien, mais je rejoins ce que dit Laura aussi. Ça va prendre du temps. Il faut, enfin, il faut. Nous, on travaille bien sûr sur la littérature scientifique, etc. Mais Laura, je trouve que ce qui est intéressant, ce qu'elle a dit, c'est que il faut pas d'injonction. Il faut pas que ce soit trop fort. Il faut y aller pas à pas. Et je trouve que ça, voilà, le travail, votre travail en tant que diététicien et diététicienne, c'est d'y aller pas à pas et ne pas brusquer les choses. Les choses peuvent pas évoluer d'un seul coup, voilà. Et Tout à fait. Alors, on a une proposition de Corinne hein, qui nous dit oui, l'approche flexitarienne avec le plat mixte, avec la ration viande, poisson, aliments végétaux modifiés fonctionne bien. Et plutôt que faire du bœuf-carotte, faisons du carotte-bœuf. Je pense mais que je suis complètement d'accord Oui, avec cette proposition. Mettons l'accompagnement, mettons que l'accompagnement maintenant ce soit une protéine animale ou voilà. que ce soit l'accompagnement. Alors, je voudrais compléter ta réponse, Marie-Jo, aussi autour du référentiel de formation des Oui, diététiciens qui rejoint un peu le GEMRCN. Hein. Les référentiels de formation, c'est la même chose. Ils sont revus qu'à des séquences, hein, qu'à des moments particuliers. Hein. On ne modifie pas un référentiel de formation d'une profession oui, tous les oui, ans. oui. Mhm. Mais il faut aussi faire confiance à toutes les équipes enseignantes qui vont faire évoluer leurs cours, Tout à fait. on va dire leurs cours théoriques et voir les cours pratiques au fil de l'eau. Et quand les référentiels passent, bien évidemment, toutes ces évolutions seront prises en compte pour la formation des diététiciens. Voilà. Je pense que j'ai fait une dernière question sur les facteurs antinutritionnels, mais je pense qu'on peut les rappeler. Tu les avais présentés, Oui, oui, oui. Marie-Jo. Enfin, les plus importants, peut-être, Bah, la dans les vigilance qu'on doit céréales, vraiment avoir. oui, dans les céréales complètes, on va trouver de l'acide phytique des phytates, hein. Ça, c'était connu depuis très longtemps parce que les années après-guerre, je raconte toujours cette histoire, les années après-guerre, il y avait des manques donc de nourriture, etc., et des statuts nutritionnels qui étaient très faibles en fer, etc. Et d'où les céréales ont été raffinées justement pour améliorer le statut nutritionnel en fer. Et après, c'est resté dans la tradition hein, donc de la baguette blanche. Et on a réintroduit petit à petit dans l'histoire de l'alimentation. C'est parce qu'on a mangé un peu de tout qu'on a réintroduit ces céréales complètes qui sont intéressantes hein, parce qu'elles sont plus riches en fibres, etc. Mais c'est parce que aussi on avait une alimentation aussi dans les années 80 très diversifiée. Voilà. Après, il y a alors un petit point aussi peut-être sur les tanins. Parce que j'en ai parlé rapidement, parce qu'on en trouve dans les végétaux, mais où il faut faire attention aussi, c'est les grands buveurs de thé, où, ça peut aussi chélater, en particulier le fer. Hein. Ça, c'est un point essentiel. Je parle du fer parce que c'est le déficit le plus important, notamment chez les femmes. Hein. Et donc, après, on a des facteurs antitrypsiques hein, qu'on va trouver avec les protéines végétales. Mais ça, enfin, je répète, hein, dans l'offre alimentaire, on sait faire maintenant des produits qui sont moins problématiques avec ces antinutritionnels. Et puis après, je redis encore, hein, c'est que dans un repas, un tout petit peu, alors je prends le carotte bœuf parce que c'est intéressant, un petit peu de bœuf va améliorer cette biodisponibilité en fer et un peu aussi des fruits et légumes qui sont riches en vitamine C et qui augmentent aussi l'absorption du fer. Bon, il va nous être le temps de conclure ce webinaire. Moi, je retiendrai quand même une chose où globalement des intervenants nous êtes d'accord, c'est qu'enfin, on est passé, on va dire, presque d'une injonction à tout végétarien, voire Oui, végétaliser les menus.
à des recommandations qui sont en train d'évoluer en disant il ne faut pas supprimer totalement la viande, il faut baisser les quantités, parfois de façon assez importante, il faut les baisser, mais pas les supprimer. Et en parallèle, un retour de Laura qui nous dit on peut baisser, mais il ne faut pas supprimer parce qu'on ne peut pas modifier complètement les habitudes alimentaires des gens dans le respect, bien sûr, des désirs des patients, hein, puisqu'on ne veut pas supprimer la viande à quelqu'un qui veut en manger à l'hôpital. Mais on va aller vers quelque chose, vers la modération, en fait. On y va pas à pas tous ensemble. On écoute la recherche et on fait évoluer tout doucement nos modèles alimentaires à l'hôpital. Voilà, je ne sais pas si vous avez quelque chose à compléter, mais pour moi, c'est ce que je retiens principalement de ce webinaire. Et puis, merci à toutes les deux pour vos interventions qui se sont complétées, mais rejoint sur le modèle alimentaire de demain. Hein, donc, c'est très bien. On voit que les évolutions sont quand même sur le terrain de bon sens et vont dans le sens de l'évolution de la recherche qui bougera tout le temps. On attend maintenant les nouvelles recommandations qui vont tomber, mais qui peut-être quand elles vont tomber seront déjà en retard par rapport aux nouvelles évolutions. Donc c'est un chemin qu'on emprunte ensemble vers un nouveau modèle alimentaire. Et moi, je trouve que la période qu'on vit actuellement est passionnante pour les professionnels de la nutrition et de la diététique, hein, puisque moi, je suis une ancienne comme Marie-Jo, je pense que Oui. c'est des bouleversements qu'on a peu connus, nous, dans notre carrière jusqu'alors, quoi. Non, pas du tout, oui. Voilà. Voilà, écoutez, merci à tous et à toutes. Les présentations seront bien évidemment à disposition sur les sites de la FDN et sur le site de Nestlé, hein, pour tous les participants. Et puis voilà. Et puis j'espère à un prochain webinaire. Alors une petite question sur va-t-on faire quelque chose sur les enfants? Bon, voilà, l'idée est lancée. Il faudra voir si c'est possible de réaliser quelque chose de spécifique pour l'enfant. Merci à toutes et à tous pour votre participation et puis à très bientôt, je l'espère. Merci. Merci beaucoup. Bonne journée.